Il est acteur, chanteur, auteur et metteur en scène. Homme de théâtre, conteur né, avec un univers bien à lui, fait de poésie, d'imagination et d'humour. Vous l'avez vu sur scène, jouer des auteurs tels que Beckett ou alors dans ses propres spectacles. Et puis, il vous a forcément attendri dans son rôle de père veuf, plein d'affection pour son naine jardin dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Nous allons découvrir l'homme qui se cache sous le bonnet. D'ailleurs, il n'y a pas de bonnet. Bonjour Rufus. Bonjour. Pas de bonnet, donc vous allez tout dire aujourd'hui. Oui, bien que mon métier soit de me cacher. Vous êtes donc le comédien que l'on connaît. Comment est née votre vocation ? Il y a deux plans, hein. Le premier, c'est justement que pour exister, il fallait que je sois masqué. Voilà. Donc sur scène, je suis vrai, mais dans la vie, je ne suis pas vrai. Donc j'ai une existence tout à fait légitime sur scène et à l'écran. Et puis l'autre chose, c'est que quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à mon père, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie qui soit digne? Il m'a dit, sois payé pour faire ce que tu aimes. Sois payé pour faire ce que tu aimes. Alors moi, je ne savais pas très bien si j'allais aimer une chose vraiment toute ma vie et comment je pourrais être sûr. Il m'a dit, alors à ce moment-là, tu écris un cahier secret, et dedans, tu mets tous les moments heureux de ta vie, dont tu puisses te souvenir. Et puis au bout d'un mois, j'avais écrit ça. Et je lui ai dit, voilà le cahier. Mais non, il est secret, il est à toi. Et alors, qu'est-ce que je fais? Tu vas voir, il y a un dénominateur commun, et c'est ça ton métier. Et voilà, donc mon métier, c'est fantaisiste. Il était d'une belle sagesse, votre papa. Alors, vous avez choisi un nom de scène qui est Rufus. Petite question comme ça. Ça a un rapport avec Rufus le Loup, la BD ou... Non, ça a un Non. rapport avec une autre BD qui est de Sampé et de Goscinny, Les aventures du petit Nicolas, dans lequel il y a un élève qui s'appelle Rufus et dont la réputation est terrible. Les gamins à l'école passent un petit mot sous la table, Rufus est bête, faites passer. C'est un joli clin d'œil. Oui. Alors, quand vous êtes monté à Paris, vous n'avez pas voulu faire, comme font souvent les apprentis acteurs, de petits jobs, de serveurs, etc., pour souvenir avoir besoin. Vous étiez extrêmement déterminé. Vous n'avez fait que du théâtre dès le début. Voilà, c'est ça. Je suis entré à l'école de la Rue Blanche, école de technique de théâtre, dans lequel j'ai appris à la technique de la lumière et des décors. Et mon premier métier, ça a été régisseur de théâtre. Après, je suis devenu acteur. Et puis, vous êtes un enfant du Café de la Gare. Vous avez rencontré aussi Jacques Higelin, Brigitte Fontaine. On est avec deux personnes qu'on qualifie facilement d'assez, comment dirais-je, fantaisistes aussi, voire peut-être déjantés, on peut peut-être pousser jusque-là. Ce sont des gens qui vous ont marqué, j'imagine. On s'est choisis tous les trois pour faire notre premier spectacle, hein. Puis on est restés liés tout le temps. Higelin a mis un temps fou à se faire accepter par le public, et Brigitte Fontaine un temps encore plus fou. Parce que on était un peu des enfants de mai 68 et on avait juré qu'on ne se laisserait pas récupérer par l'industrie. Belle ambition. Bon, du coup, l'industrie ne s'est pas occupée de nous, quoi. Et donc, vous avez éclos tous les trois assez tard, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, c'est-à-dire qu'on on a été à l'abri d'une certaine façon parce qu'on a pu travailler aux œuvres en toute tranquillité, quoi. On n'a pas été gêné par la gloire. Alors, vous avez joué Beckett, c'est un auteur qui compte beaucoup dans votre vie. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, qu'est-ce qu'il vous a appris, Beckett ? Beckett, je crois que c'est un auteur illuminé. Je crois qu'à un moment donné, il a eu un éveil de conscience extraordinaire pendant la guerre et que ça a rejailli sur toute son œuvre. Et c'est des choses non transmissibles par l'explication. C'est uniquement transmissible par la poésie. Donc, c'est pour ça qu'il n'a jamais fait de commentaire sur son œuvre. Donc, quand on monte En attendant Godot, on se débrouille tout seul. On se débrouille. Et c'est une œuvre qui est forte En attendant Godot, mais les autres aussi, hein. On peut la trahir, elle arrive quand même. Le public reçoit quand même les choses. Même trahi de A à Z, l'œuvre passe. Alors c'est inouï, ça. Et Dubillard ? Roland Dubillard, c'est un poète vivant,
il a écrit beaucoup de pièces, mais ces pièces ne sont pas faciles à dire par les acteurs, parce que, comment expliquer ça? Moi, je vais vous dire, oh, bon, attends, ce qu'on va faire, et si on se mettait, ah, voilà ce qu'on va faire. Bon, ce que je viens de vous dire là, imaginez que c'est écrit sur une feuille de papier, et l'acteur, il lit, oh, ah, comment, attends, est-ce que, comment va, attends, je vais vous dire, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne peut pas le jouer, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, les textes du billard, c'est comme ça. Mais ceci dit, il a écrit des poèmes très beaux sur les outils. Et moi, j'en ai apporté un là. Une petite sélection. J'ai pris au hasard n'importe quelle page. Alors, le livre et c'est s'appelle tombé être La boîte à outils. La boîte à outils, ouais. Il vient de paraître. C'est un poème sur les épingles à linge. Des pinces à linge pour prendre la lessive. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Il nous faut des épingles à linge, par grand vol au-dessus du ciel, des manèges d'épingles à linge pour maintenir haut dans le vent nos chemises. Elles ont trouvé l'eau amère au plus profond de leur blancheur, pas plus blanche que ma nuit blanchie par l'espoir d'un demain matin, qu'elle est seule à croire incertain, ma nuit enceinte de soleil. Vous avez en commun, je trouve, le fait de mettre de la poésie dans des petites choses du quotidien. Par exemple, vos personnages de spectacle, c'est plutôt des anti-héros, c'est des gens un peu bancals, un peu... Vous vous attachez aux petites choses de la vie. Bah, c'est quoi les grandes choses? Ah, c'est une bonne question. Non, mais une saveur, un parfum. Moi, il suffit par exemple que je sois en contact avec une odeur, l'odeur d'une fleur pendant 4 secondes et ma journée entière est payée, quoi. Donc, c'est pas des petites choses. Alors, vous êtes également l'heureux papa d'une jeune fille mondialement connue, appelée Amélie Poulain. Si on ne vous connaissait pas avant, si quelques personnes ne vous connaissaient pas avant, elles vous ont au moins découvert dans ce film. Ça a dû être une expérience assez fabuleuse, enfin, j'ai le cas de le dire, d'un seul coup d'interpréter ce papa touchant. Ah, il n'est pas seulement touchant, c'est un abruti parfait. Mais c'est ça qui est touchant, justement. C'est-à-dire que, voilà, pour remettre le truc dans le contexte, il y a une petite fille qui déborde d'amour, son cœur bat très fort, et son père qui est docteur, quand il entend le cœur battre comme ça, il pense que c'est une maladie. Il ne pense pas que c'est de l'amour. Il pense que c'est une tachycardie. Alors, il prend soin d'elle de façon démente, il l'enferme, quoi. Il se fait tellement de soucis pour elle qu'elle n'a plus de quoi respirer. Donc, quand un jour, elle doit aimer un jeune homme, elle ne sait pas comment faire. Alors, elle y arrive quand même, c'est ça l'histoire du film. Et puis, par contagion, eh bien, son père est contaminé et finit par s'ouvrir lui aussi. Ça va dans les deux sens. L'amour est contagieux. Et c'est quelque chose qui vous a touché quelque Ça part, m'a touché parce que c'est vrai que se tromper à ce point sur l'amour de quelqu'un, appeler ça une maladie alors que c'est simplement l'amour d'un enfant pour son papa, je crois que, enfin moi, ça me bouleverse. Puis je crois que ça touche pas mal de gens. Enfin, ça les concerne. On va parler de la famille, justement. Il a passé son enfance dans la région grenobloise, entouré de montagnes, bien sûr, mais surtout de l'affection de ses parents, éducateurs spécialisés et enseignants, et de celle de Jean-Luc et Marie-Claude, ses 2 cadets. Rien ne le prédisposait à devenir comédien, ni sa timidité, ni son terreau familial. Et pourtant, vous êtes là avec nous, Rufus. C'est vrai que vous étiez timide enfant. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à en placer une. Vous étiez l'aîné quand même. Oui, mais ça vous amène à être obligé de vous exprimer par les gestes. Et c'est comme ça que je suis devenu un mime. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne pouviez pas en placer une. Parce que je ne pouvais pas en sortir une plutôt. Voilà. Plutôt, d'accord. Ouais. Ce ne sont pas vos aînés qui monopolisaient la parole non plus. Non, j'ouvrais la voie. Hein. Bon. Alors, vos parents ont un métier qui vous a beaucoup marqué. Ils étaient donc dans la rééducation d'enfants délinquants. Oui. C'est ça. Et c'est quelque chose qui vous a marqué parce qu'on vous a assimilé à ces enfants, en fait. C'est vrai que dans l'école du village, moi, j'étais assimilé, oui, à un sale Boccaccio. Un quoi? Le centre s'appelait le centre Boccaccio, du nom de son fondateur.
Et moi, j'étais considéré comme un bandit au même titre que les autres, quoi. Donc vous avez toujours eu, enfant, un rôle de bouc émissaire ou de mouton noir, un peu. Le mouton noir, ouais, ça c'est un joli mot, oui, oui. Mais dans le fond, c'est pas plus mal, parce que le mouton noir, vous savez à quoi il sert dans un troupeau? Non. Bah, c'est une espèce plus fragile, et quand il y a une maladie, c'est lui qui est malade d'abord. Donc après, on préserve les autres. Donc un mouton noir, c'est un signal d'alarme. C'est une jolie définition. Donc Oui. vous êtes un signal d'alarme. Oui, Et vous êtes également caractérisé par une très grande sensibilité. bah, voilà, c'est Justement. ça, oui, bien sûr. Et cela, ça vous a marqué on peut appeler ça un traumatisme ou pas concernant Non, 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 c'est une Non. fonction. Et c'est quelque chose qui vous a marqué, justement, pour la suite, qui peut expliquer éventuellement votre vocation de comédien? Mais oui, si on veut, parce que les comédiens, traditionnellement, sont des gens en marge. On ne les enterre pas dans les cimetières, normalement. Ils n'ont pas droit à une sépulture chrétienne. Mais c'est passé, ça. C'est passé, mais regardez ce qui se passe avec les intermittents, c'est pas en voie de passer. C'est en voie de revenir. Et moi, je ne suis pas contre. Hein. Je suis pas contre le fait d'être un rosier au début de la vigne, Oui. parce que la rose est belle, et puis aussi parce que c'est elle qui attrape le mildiou en premier, donc il est le plus sensible, et c'est un indicateur. Les artistes sont des visionnaires. Vous nous avez expliqué dans une conversation antérieure que vous aviez fait ce métier pour pouvoir vivre caché, enfin, que vous vous cachiez derrière des masques. Bah, oui, moi je nais pendant la guerre, mes parents passent la ligne de démarcation, doivent passer en zone libre sans se faire repérer. Donc moi je suis dans le ventre de ma mère, je reçois ce message forcément, si on veut vivre, soyons cachés, planquons-nous. Donc c'est vrai que pour arriver à exister, moi j'ai besoin d'être sous un masque. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, enfin hier. Hier. Vous avez, en vivant dans ce centre finalement de rééducation, vous avez fréquenté une certaine misère quand même. C'est quelque chose qui vous a un peu éveillé justement? J'ai vu que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants avaient cette misère-là. C'est pour ça qu'ils sont devenus délinquants. C'est parce qu'ils étaient tellement pas écoutés, jamais écoutés, qu'à un moment donné, ils ont envie de tout casser pour se faire savoir, quoi. Mais le métier de mes parents, c'était de placer un peu d'écoute là et là. Et cette écoute, vous en avez hérité? Euh, En tout cas, d'un certain pouvoir de captation quand même du monde. oui, sûrement mes parents m'ont transmis ça. Mais je suis obligé, bien sûr, puisque c'est mon métier. Je suis sur scène pour faire un bouquet avec ce qui se passe et puis le présenter au public. Donc il faut que je sois à l'écoute enfin, des différentes fleurs qui passent. Alors, votre enfance, elle a été grenobloise, mais elle a également été bourguignonne. Vous aviez une grand-mère qui a beaucoup compté pour vous et qui vous a appris quoi, cette grand-mère qui habitait en Bourgogne? Elle avait une voix très très douce. Vous parlez d'elle, j'entends sa voix. Et c'est rare quand vous évoquez une personne que vous entendez immédiatement sa voix. Hein. Vous pouvez essayer, c'est pas si évident que ça. Elle était douce, elle était pleine d'amour. Je crois que c'est la femme que j'ai préférée dans toutes les femmes que j'ai rencontrées, ma grand-mère. Ouais, ouais. On disait d'elle, on disait de mon grand-père, comment un homme aussi laid a pu épouser une femme aussi belle. Il n'était pas laid, mon grand-père. C'était une brute. Enfin, il était très fermé. C'est l'alliance entre cette fermeture et cette ouverture qui me fascinait. Du chaud et du froid. Du fermé, du ouvert. Alors, il y a une autre femme, on va dire, qui compte dans votre vie, même deux. Ce sont vos filles, Zoé et Rosalie. Et on va parler de la petite Rosalie, qui a des cours un peu particuliers à l'école. Alors, vous voyez où je veux en venir? Oui, elle a des cours d'Afrique. Alors, on habite dans un petit village, et puis le directeur de l'école a eu l'idée de faire venir un Africain qui donne aux enfants des cours de danse, de musique, et qui les initie à leurs coutumes, à leur façon de vivre, quoi. Elle, c'est vachement bien, parce que
Il n'y a pas de discours théorique sur le racisme. Simplement, on prend contact avec eux, puis ils font un spectacle à la fin de l'année scolaire sur ce qu'ils ont appris. Hein, et là, il y avait une des maîtresses qui était chargée de diffuser des objets, puis j'ai acheté celui-là. C'est une petite déesse de la fécondité. En bois. Et à quoi on reconnaît la déesse de la fécondité alors? Ben, elles sont bien connues. Je crois que c'est à cause de la tête en forme de lune, le cycle lunaire, je ne sais pas. Je l'aime bien, elle tient bien dans la main, puis elle est belle, elle est douce, elle est... C'est peut-être ça marche, peut-être que quand on la caresse comme ça, la fécondité se met en route. Je vous remercie beaucoup, Rufus. Dans son dernier journal, l'écrivain et philosophe indien Jiddu Krishnamurti écrivait que la mort n'est pas une chose horrible, une chose à éviter, à différer, mais plutôt une compagne de chaque jour. De cette perception naît alors un sens extraordinaire de l'immensité. Je vois que la phrase vous fait réagir, Rufus. Oui. Bah, c'est vrai qu'il y avait le choix. Hein. On parle de religion ou de De mort. mort. Bon, la religion, ça me tente pas du tout. Je suis extrêmement réticent. Par contre, la mort qui fait peur, j'essaie d'apprivoiser le mot. Alors, ça pourrait être une alliée, la mort, oui. Une alliée dans la mesure où, en regard de la mort, il y a une urgence à vivre. Un jour, on a un corps, et puis on peut se servir de ce corps. Et puis, par exemple, un autre jour, on est déprimé, c'est-à-dire qu'on n'entend plus, on ne voit plus, on touche plus, on goûte plus, et on vous parle et vous n'écoutez pas, et vous êtes là, ce qui est une presque mort. Et puis un jour, eh ben, tout ça disparaît, et il reste je ne sais pas quoi, une conscience peut-être. Mais quand on voit que ça peut disparaître, le message qui est envoyé, c'est alors, soyons vivants. Il y a une certaine sagesse dans ce que vous dites de se faire de la mort une alliée, mais c'est quelque chose que vous intégrez ou que vous voudriez atteindre? J'aimerais bien... J'écoute ça assez souvent. La mort étant l'absence, par exemple, mon métier à moi consiste à développer la présence. C'est-à-dire que je vais sur scène pour être présent. Si, par exemple, je suis faux sur scène, ben, le public ne va pas s'intéresser à ce que je raconte. Quoi. Il paye pour voir quelqu'un qui est vraiment là. Donc, c'est mon exercice, c'est mon métier. Donc, je voudrais, bien sûr, chaque jour, je travaille pour ça. Il y a une phrase qui dit « Le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est plus que la vie ». C'est un peu ça que vous vivez, vous? Une défiance de la mort d'une certaine façon, oui. Oui. Le théâtre, c'est un rendez-vous qu'on a le soir à 21h avec la vraie présence, avec la réalité, quoi. Bizarrement, sous la mise en scène, sous les masques, là se trouve quelque chose qui doit toucher vraiment le cœur des gens. Mais le cœur, ça peut être partout. Hein. Si vous parlez avec votre cœur, vous touchez le cœur. Si vous parlez avec vos poumons, vous touchez les poumons. Et si vous parlez... Ah, oui, c'est ça. De tous les mots, ça dépend d'où ils viennent. Mais si par exemple les mots viennent de mon ventre, ils vont toucher le ventre du spectateur. C'est un drôle de métier. Alors, avant de faire ce métier, vous vous étiez engagé dans des études de médecine. Vous avez déjà fait quelques années à Rouen. Et finalement, vous leur avez tourné le dos à ces études parce que vous avez été confronté à la mort d'une jeune femme et que ça a été, quoi, violent, insupportable? Bah, elle avait le même âge que moi. Et les profs avaient dit, bon, bah, l'embêtez pas parce que c'est terminé, on ne peut rien faire pour elle. Elle était belle et c'était assez... très choquant pour moi. Mais je me suis dit, moi, si un jour je suis surpris par la mort, est-ce que je serai à ma place? Parce que la fameuse phrase, chaque jour est le jour du jugement. Donc, alors je me suis dit, est-ce que je suis vraiment à ma place? Et là, je me suis posé la question et j'ai bien vu que je n'étais pas à ma place. Donc, j'ai changé de place. Ma clientèle allait être les gens malades qui viennent avec leur maladie sous le bras. Et j'ai eu envie de changer de clientèle pour prendre ceux qui viendraient avec leur envie de rire sous le bras. C'est un médicament, le rire aussi. Hein. C'est remboursé?
Je ne crois pas. C'est beau quand c'est gratuit. Vous nous disiez que ça vous gênait de parler de religion. Je crois savoir que qu'une de vos tantes est religieuse, justement, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Oui, Donc, Micheline, oui. Tradition. Enfin, qui s'appelle... Sœur Madeleine Madeleine. de Marie Réparatrice. Ouais. Voilà. Et qui est donc dans la patrie du Père de Montfort. Ça n'a pas une influence quand même sur vous d'avoir une personnalité religieuse dans votre famille? Ou une réconciliation, je ne sais pas, vous ne voulez pas parler donc. Non, non, sûrement parce que je passe une vie de prière. La prière, elle touche sûrement les gens qui même ne s'en occupent pas, hein. Les gens qui prient pour les autres, hein, je trouve ça assez fabuleux, assez incroyable. Et je pense que ça a des effets, donc ça a sûrement un effet sur moi. Moi qui suis un baladin, un mécréant, j'en profite sûrement. Alors, vous avez voulu nous lire un texte issu d'un livre du très célèbre et très pertinent Boris Cyrulnik. Mais ça s'appelle Le murmure des fantômes et ça parle de Marilyn Monroe. Alors, personne ne pouvait deviner que c'était un fantôme. Elle était trop jolie pour ça. Trop douce, rayonnante. Une apparition n'a pas de chaleur. C'est un drap froid, un tissu, une ombre inquiétante. Elle nous ravissait, on aurait dû se méfier. Quel pouvoir avait-elle pour tant nous charmer, nous saisir et nous emporter pour notre plus grand bonheur? Nous étions piégés au point de ne pas comprendre qu'elle était morte depuis longtemps. En fait, Marilyn Monroe n'était pas complètement morte. Un peu seulement. Par moments, un peu plus. Son charme, en faisant naître en nous un sentiment délicieux, nous empêchait de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être mort pour ne pas vivre. On peut s'arrêter là si vous voulez. Enfin, c'est déjà assez troublant. Ouais. Pourquoi vous avez voulu le partager avec nous, ce texte? Parce que c'est une... Qui fait résonner en vous. Mais oui, ça... Bon, c'est une comédienne, Ouais. et elle a vécu dans le rêve. Elle inventait des fausses biographies. Elle disait qu'elle était de sang royal, elle disait que Clark Gable était son père. Enfin bon, elle se réfugiait dans la rêverie. Elle a une enfance difficile aussi. Hein. Très difficile quand elle est... enfin, sa mort, sa mère, sa mort. Sa mort était sa mère, ouais. Voilà. Donc, c'était trop difficile, c'était invivable. La vie ne l'accueillait pas, quoi. Elle ne l'a jamais accueillie, et finalement, elle s'est suicidée. Je ne sais pas à quoi ça tient, cette décision de vivre. Ou de ne plus vivre. Oui. Au moment de la conception, je suppose que les deux parents sont à 100% convaincus que l'enfant doit vivre. À ce moment-là, lui, il dit « Ok, super, j'y vais ». Mais s'il y en a deux qui disent « Ah, je ne suis pas vraiment sûr. Ah, mais je n'étais pas prêt. » Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il se dit « Ah bon, ils ne sont pas tout à fait certains, alors je ne vais peut-être pas vivre. » Ou alors il se dit « Ah, il y en a un qui n'est pas d'accord. Eh bien, moi, je veux vivre. » Et à ce moment-là, il développe une énergie incroyable, plus fort encore que l'un des parents non convaincus. Et ça donne des personnes à la fin qui ont plus envie de vivre que les autres. C'est très... Il raconte ça aussi, Cyrulnik. Donc vous nous conseillez la lecture du... Ah bien sûr, hein, oui, c'est un grand génie ce type. Il a compris des choses. Il a compris que les traumatismes ne sont pas rédhibitoires. On peut avoir eu une enfance très difficile, et moi je suis d'accord avec ça, parce que mes parents ont passé leur vie à ça. On peut avoir des traumatismes absolument effrayants, et puis s'en tirer très bien quand même. Avec le fameux principe de la résilience. Oui, le principe attache à son nom. À condition qu'on rencontre quelqu'un un jour qui met la chose en route, quoi. Il s'agit peut-être d'un regard, ou d'un mot, ou d'un livre, ou d'un acte théâtral, ou d'un poème, je ne sais pas. Et en tout cas, moi je suis convaincu qu'il ne faut pas hésiter à distribuer tout ça, quoi. À la question « Qui est votre héros ?», d'aucuns répondraient Batman, Gandhi, Zidane, Mandela, Lady Di ou encore Albator. À cette même question, il n'a pas hésité longtemps avant de prononcer le nom d'un des saints les plus aimés, qui a quitté sa vie de facilité pour se faire pauvre,
pour annoncer les messages de joie, d'espoir et d'amour contenus dans la Bible et pour porter la paix aux gens et à toute la création. Vous aurez bien sûr reconnu Saint François d'Assise. Alors Rufus, c'est un choix qu'on peut peut-être qualifier de surprenant. Pourquoi Saint François d'Assise? C'est un type qui m'impressionne parce que bon, il est bien connu, il parlait aux loups, il parlait aux arbres. C'est vrai que moi, ça me fascine et j'aimerais bien faire la même chose que lui. Quelquefois, quand je pars de chez moi le matin, il m'arrive de rencontrer un animal sauvage. Par exemple, un écureuil qui se plante devant moi, qui me regarde. Alors là, le simple fait qu'il m'ait donné la possibilité de le voir, qu'il ne se soit pas enfui, ça me rend extrêmement joyeux. J'ai une maison qui est pas loin des bois et tout récemment, il y a un couple de chevreuils qui a sauté la balustrade et qui vient chez moi bouffer les rosiers. Et quand je les regarde, bon, oui, mais je dois choisir entre les rosiers et eux, et je préfère qu'ils soient là, franchement. Je suis mais très ému. Un jour, il y a une semaine, il y a un héron qui est venu se poser dans la cour. Bon, alors, tout ça fait que cet homme, François, on raconte de lui une chose assez étonnante. Un jour, il y a les gens du village qui avaient vu sa maison en flammes. Et ils sont montés avec des seaux pour éteindre. Et puis, en arrivant, il n'y avait pas de flamme, il y avait une espèce de lueur. En fait, c'est une lueur. Alors, ils sont rentrés, et puis, il était tout simplement là, en face de Claire. Je ne sais pas si vous savez qui est Claire, c'était la femme qu'il aimait. C'était son amoureuse. Une âme sœur. Non, c'était son amour. Et simplement, entre eux, je crois qu'ils ne parlaient même pas, et entre eux, il y avait une telle énergie lumineuse que les gens du village en bas ont cru que la maison était en feu. Alors ça, je trouve ça inouï, ça. Ça, c'est l'histoire qui me fascine, de cet homme. Bon, après, je me demande pourquoi elle est devenue, religieuse et que lui est devenu moine. Ça, je comprends pas, mais je me dis qu'il y a encore pas mal de choses que je dois encore comprendre. Oui, moi, j'aurais pensé qu'ils allaient faire l'amour et qu'ils allaient faire des enfants et tout ça. Bon, alors, c'est pas le cas. Alors, mais ça n'empêche pas cet amour inouï qu'il y avait entre eux, quoi. Oui, enfin. Non, je vous laisse. C'est quelqu'un, Saint François d'Assise, qui avait donc le sens de la bonté, le sens de la vérité, mais qui avait également un vrai sens de la beauté. Et ça, c'est quelque chose qui vous touche aussi. Enfin, vous avez dit antérieurement que vous pouviez, le parfum d'une fleur, 4 secondes, ça vous illuminait votre journée. Oui, parce que aussi, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est le but dans l'existence. On va vers quoi, au juste? Et puis, j'avais lu une phrase très, très, très jolie d'un sage chinois dont je ne me souviens plus le nom, qui avait dit l'objectif, c'est il faut manger quand on mange, il faut pleurer quand on pleure, il faut danser quand on danse, il faut se promener quand on se promène, il faut mourir quand on meurt, enfin, il faut vivre quand on vit. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est simple, c'est ordinaire, et c'est ça que, justement, François d'Assise avait réussi à faire. Il savait être là avec ce qui est là. Donc si ce qui est là est un loup, il était tellement là avec le loup que l'animal était une partie de lui aussi. C'était pas un étranger, il faisait partie de cet ensemble. Et l'arbre aussi, il pouvait se mettre face à un arbre et puis oublier tout, oublier que ça s'appelle un chêne, oublier que les feuilles sont comme ci et comme ça, oublier qu'il donne tel et tel fruit, et simplement, tout d'un coup, l'arbre lui disait des choses extraordinaires, parce que les arbres, comme ils ont pas d'émission de télé, ils n'ont pas de journalistes, ils peuvent même pas se déplacer pour aller faire des révélations, etc. Ils doivent être là. Il est probable que les arbres développent un pouvoir de sagesse, mais extraordinaire.
Donc on a intérêt à les écouter. Et à les écouter, ben, lui, il savait le faire. Et moi, j'aimerais bien savoir le faire. J'aime les arbres. Hein, j'ai une passion inouïe pour les plus beaux arbres de la planète, qui sont les arbres des forêts équatoriales, qui sont en voie de disparition, parce que peut-être, si vous ne le savez pas, mais les forêts équatoriales représentent 6% de la surface de la Terre et seront totalement détruites dans 10 ans ou plus tard. Donc, ce sont des arbres magnifiques. Ils ont des fûts de 50 mètres de haut. Il fait pratiquement nuit au pied. Donc, il n'y a pas de végétation en dessous. Il y a pas de... On peut circuler très librement. Il n'y a pas de ronces, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de moustiques, rien du tout. C'est une invitation au voyage. Ah, oui, oui. Eh bien, oui, il faut y aller très vite d'ailleurs, hein, parce que cette forêt donc, qui va disparaître, moi j'ai écrit un scénario là-dessus, avec la complicité de Francis Allais, qui est un des plus grands botanistes du monde, et qui a inventé le radeau des cimes. Je sais pas si oui, tout à fait. C'est ça. Voilà, donc je pense que les arbres ont encore beaucoup de choses à nous dire, ou en tout cas nous avons beaucoup de choses à apprendre si on sait les écouter. Dernière toute petite question, vous le priez, Saint François d'Assise, un petit peu ou... Qu'est-ce que je viens de faire? Merci, Rufus. De Icare à Mermoz, en passant par Léonard de Vinci, Clément Ader ou Saint-Exupéry, l'homme a toujours voulu voler, s'arracher à la pesanteur, se faire oiseau. Et c'est justement un drôle d'oiseau qui va nous parler de sa passion pour le vol à voile, le plus poétique sans aucun doute de tous les objets volants identifiés. D'accord, Rufus? Oui, oui, le planeur. Le planeur, Oui. appelons-le le planeur. J'en ai fait pendant les années, ça fait, je crois, 25 ans que j'en fais. Oui, moi j'avais une tendance comme ça à quitter la terre, quoi. J'avais une envie de ciel, j'avais peut-être une envie d'absence, quoi. Une envie d'élévation, c'est très louche. Je regrette maintenant. Hein. Ah oui, oui, oui. Pourquoi donc? Parce que je suis revenu dans mes pieds. Voilà. Je suis revenu dans mon corps et je trouve ça pas mal d'avoir un corps, franchement. Imaginez que je sois une âme comme ça en l'air. Je ne pourrais même pas communiquer avec vous. Je n'aurais pas de mots pour vous dire des choses. J'aurais pas des yeux pour vous regarder. Bon, on peut très bien être incarné, avoir les pieds sur terre et, comme on dit, la tête dans les étoiles. Oui, ben moi j'avais la tête dans les étoiles et les pieds aussi. Ah oui, c'était la totale. Mais c'est Oui. pas un hasard si vous avez choisi le planeur plutôt qu'un avion, un moteur qui fait du bruit, etc. Ben, oui, parce que ça, effectivement, c'est un défi. C'est un défi parce que vous dépensez aucune énergie. Vous tenez en l'air comme les mouettes. Vous savez, les mouettes qu'on voit le long des plages le soir, hein, ou le matin, je ne sais plus. Enfin, il y a un moment où la terre est plus chaude que la mer et elle envoie un vent chaud et la mouette se balade sur le vent chaud sans bouger les ailes. Ça, quand on arrive à faire ça, et moi j'ai fait ça pendant des années, je trouvais ça très très bien. Et qu'est-ce qu'on ressent alors quand on est... Bon, d'abord, le sentier que vous suivez, par exemple, c'est la cime des montagnes. Là où personne n'ira jamais, où même un animal ne va pas se promener. Et elle est à 2-3 mètres en dessous de vous, c'est la cime des montagnes. Vous suivez les cimes. Et vous ne la dépassez pas parce que le vent donc, tape contre la cime, passe par-dessus, et vous baladez sur le courant d'air qui est là au-dessus. Et la sensation, c'est un extrême danger, bien sûr, parce que... C'est un peu hasardeux quand même, hein, comme Ah oui, oui, sport, si vous ne prenez pas la bonne activité. décision une fois toutes les 10 secondes, c'est une décision vitale qui est fatale, quoi. Mais si vous prenez la bonne décision, vous survivez, vous pouvez vous balader, vous partez de Chambéry, vous passez sur le Grand Vémont, au-dessus de Grenoble, et puis après vous allez sur le pic de Bure, puis vous descendez comme ça vous pouvez aller jusqu'à Nice. Il y a une voie qui s'appelle d'ailleurs la voie royale, parce que les planeurs peuvent se balader sur cette voie-là sans moteur, sans rien, pendant des heures et des heures. Il y a tout un aspect de contemplation dans le fait de faire du planeur. Ah oui, tout dépend de ce que vous appelez la contemplation. Je ne sais pas, ça doit faire réfléchir d'en être là-haut. Vous parliez de la cime des montagnes. On doit réfléchir à la création. On prend du recul par rapport à la vie sur Terre, non? D'accord. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur le terme de contemplation. Ah bon? Moi, ce que j'appellerais une contemplation, par exemple, une femme qui tire à l'arc avec précision
et qui met la flèche dans le mille est une contemplative. C'est-à-dire qu'elle est complètement dans sa flèche. Elle est dans son arc et dans sa flèche. Elle est plus dans la concentration que dans la contemplation. Voilà, c'est une concentration. Ah oui. Voilà. Tandis que la contemplation, pour moi, ça me fait plutôt penser à justement avoir la tête dans les nuages et perdre la tête, quoi. Et le fait de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe sur Terre, ça doit être une expérience assez unique, en fait. Oui, mais justement, moi j'avais un copain qui... j'ai joué, il n'y a pas longtemps, dans une pièce de théâtre, un homme qui était dans le coma. C'est-à-dire que ce qu'on voyait sur scène, c'était son âme. Mais lui, son corps, il était à l'hôpital en bas. Et je me suis renseigné sur ce voyage qui s'appelle le voyage hors du corps. Qu'est-ce que c'est exactement? Et un de mes copains qui faisait de l'avion m'a dit un jour, lui, il savait faire, il savait sortir de son corps. Puis un jour, il était en avion, il s'est retrouvé au-dessus du cockpit. Et il y avait de l'orage, il s'est dit non, mais je vais me planter. Donc il est revenu dans son corps et il a parlé avec le type de la météo pour pouvoir bien rester dans son corps. Et il a eu une telle peur qu'il a dit moi j'arrête maintenant, je ne quitte plus mon corps, je reste là, dedans, là où je suis. Oui, et moi je ne suis pas loin de penser comme lui, on a intérêt dans son corps. Hein. Franchement, on a intérêt à savourer tout ce que le corps offre, tout ce qui nous rattache à notre chair pendant le temps que ça dure. Donc élever son âme, oui, mais pas trop, en fait. C'est difficile, hein. C'est difficile. Hein. On allait parler du planeur, simplement, et on en est à évoquer l'élévation de l'âme. Oui, parce que j'ai finalement dit le contraire de ce que j'ai commencé à dire. J'avais dit que je faisais du planeur pour quitter mon corps, mais que quand même, il y avait une telle exigence de pilotage qu'on était obligé d'être vraiment là, quoi. Mais peut-être que c'est plus facile de quitter son corps quand on est à 2000 mètres. Ou peut-être qu'il y a on est moins soudés. Enfin, Il y a moins de pression. peut-être, oui. Mais vous avez arrêté le planeur? Est-ce que vous en parlez un peu au passé, là? Oui, j'ai arrêté, Ah oui, j'ai bien arrêté. C'est dommage? Non. Non? Non, je me sens bien à ma peau. Enfin. Vous le savez, ce sont mes invités qui choisissent les thèmes abordés dans VIP. Et souvent, je les encourage à exprimer une colère, à pousser un coup de gueule, et rares sont ceux qui profitent de l'occasion. Or, mon invité de cette semaine, lui, a saisi l'opportunité au vol pour lever le voile sur un scandale que beaucoup voudraient étouffer. On va prendre depuis le début, en fait. Rufus, tout a commencé il y a 2 ans. Vous avez une maison dans un petit village du Luberon. Et un jour, sur l'église du apparaît XIe siècle, une église romane, très belle fabriquée église, il y a 1000 ans. À côté de la croix en pierre s'ajoute une installation commerciale, donc une antenne de téléphonie mobile chargée donc de récolter de l'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. Moi, je trouvais ça scandaleux. L'archevêché était d'accord. Le lieu de culte est gratuit. Il n'y a pas à installer une installation commerciale là-dessus. Donc, je me suis intéressé à la question. Entre-temps, les enfants baptisés ont changé d'église. Et puis, les enfants du catéchisme, qui étaient donc juste en dessous de l'antenne, à côté de l'église, ont dû donc arrêter. Donc maintenant, il n'y a plus aucun catéchiste dans cet endroit, comme il y en a eu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, je me suis dit, mais alors, ce n'est pas seulement un problème scandaleux de mettre une installation commerciale sur une église, parce que ça, j'ai appris par la suite qu'en Alsace, il y en avait beaucoup, à peu près 200. Elles sont planquées dans les clochers. Donc déontologiquement, ça vous choquait, mais il n'y avait pas que ça. Oui, ça c'était déjà un problème. C'est un problème, bien sûr, mais j'ai vu qu'il y en a aussi dans les écoles. Par exemple, une petite école à Dompierre, près de Dans l'Ain? Oui, dans l'Ain, où l'antenne est au milieu de la cour de l'école. Et donc, les parents, il y a 26 enfants qui sont partis de l'école cette année. Bon. Et rien ne permet de les bouger. Les installateurs d'antennes sont absolument formels, il n'y a aucun souci.
Aucun souci pour la santé. Voilà, s'entend. c'est ça, aucun souci pour la santé. Parce que c'est vrai que on remarque dans un autre village que je connais qui est Saint-Cyr-l'École, 3 enfants meurent d'un cancer identique, le cancer du tronc cérébral. C'est des enfants tout petits, de l'école maternelle, et il y a donc 6 antennes sur les bâtiments de l'école. Il y a un jugement au bout de 3 ans où les parents remuent ciel et terre, font des manifs à Paris, etc. Et finalement, les opérateurs, après le jugement du tribunal de Versailles, enlèvent les antennes. Mais, précise, il n'y a aucun lien entre la mort des enfants et les antennes. C'est une simple coïncidence. Moi, ce que je voudrais bien quand même, c'est qu'ils nous prouvent que c'est une coïncidence. Et qu'on arrête d'en mettre sur les autres écoles, qu'on arrête d'en mettre au centre des villages, sur les églises, mais qu'ils nous prouvent qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, vous, depuis donc 2 ans, depuis que ces problèmes sont apparus dans les villages que vous connaissez, vous vous êtes vraiment beaucoup documenté sur ça, mais il y a un problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc il y a toute une histoire de lobby qui va jouer, et certaines personnes très bien placées ne veulent pas forcément que ça se sache. Oui, c'est ça. On peut dire que c'est trop rentable pour être nocif. Ouais. Voilà. Donc, on part du principe que ce n'est pas nocif, et comme ça, on court. Il y a quand même d'autres questions que j'aimerais poser. Il y a une fréquence, qui est la fréquence 217 Hertz, c'est-à-dire pulsations par seconde. Parce que ces ondes qui sont envoyées par les antennes sont multipulsées. Si vous voulez, c'est comme si c'était des marteaux-piqueurs avec des fréquences différentes. Un très rapide, un encore plus rapide, un très lent, etc. Et tout ça, ça passe. Mais évidemment, c'est facile à repérer. La fréquence 217. Je voudrais bien aussi que les opérateurs nous prouvent que ce n'est pas la fréquence qu'ils utilisent, qu'ils nous le disent. Non, Il y non. a des mesures qui sont faites. J'imagine qu'on a sûr. étudié la nocivité de ces antennes, qu'il y a des mesures qui sont faites. Par qui? Par des spécialistes, des mesures. C'est ça, des spécialistes qui appartiennent donc à l'industrie. Il y a quelques spécialistes indépendants, et là, je connais 4 cas de gens qui ont été virés du CNRS, virés de la fac, et virés de leur profession de médecin, parce qu'ils ont osé parler des portables dans ces années. Alors, moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'un côté, je vois les enfants morts, les antennes qui s'en vont, on ne mouffe pas là-dessus. D'autre part, je vois que 1 personne sur 10 a une atteinte cérébrale aujourd'hui, en France. Depuis que les antennes sont en place, depuis que les portables sont en route, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, il y a 57% de cancer du cerveau en plus. 57% en plus. Ce n'est pas 1%, c'est plus de la moitié en plus depuis une quinzaine d'années. Donc ce qui vous énerve, c'est que ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Oui, c'est ça, ça crève les yeux. Et quand on interroge le ministère de la Santé là-dessus, qui a fait l'enquête, c'est eux qui ont fait l'enquête, c'est l'Institut de veille sanitaire. Pourquoi il y a ces cancers du cerveau? On ne sait pas. Et pourtant, il y a des démonstrations qui ont été faites par George Carlo aux États-Unis, par exemple, qui établissent la relation, mais évidente, il a fait 30 fois l'expérience, entre l'envoi des champs électromagnétiques sur du sang humain, on obtient, au bout de 24 heures, la preuve que c'est mortel. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens de balancer leur portable par la fenêtre? Les jeter par la fenêtre? Non, non, non. Ce que je voudrais, c'est qu'on exige que des mesures soient faites sur, par exemple, les 10 000 antennes qui sont à Paris. Il y en a 10 000. Des mesures, pas des mesures fantaisistes, mais que, par exemple, l'Institut de mesure prenne les choses très au sérieux. Puisqu'il y a la santé de milliers, de millions de gens en jeu. La façon dont les mesures le protocole de mesure aujourd'hui, il est comme ça. Vous avez un robinet avec un jet d'eau, on mesure au bout du jet d'eau le débit, avec un huissier qui est au bout du jet d'eau, et un gars qui vérifie donc que le débit qu'on a trouvé là, c'est bien celui qu'on va marquer sur le cahier, etc. Il n'y a personne au robinet pour prouver que personne n'y touche. Il n'y a pas d'huissier au robinet. Ce que je voudrais, c'est qu'on change le protocole de mesure et qu'au robinet, il y ait aussi un huissier qui vérifie qu'on ne touche à rien pendant les mesures. Voilà. Ça aussi, j'aimerais. Je suis très fâché parce que
on se satisfait d'approximations. Et que les gens se méfient aussi un peu de leur portable. Voilà. Se méfient, mais ça tout le monde le sait. Les armes à feu aussi sont dangereuses. Les couteaux sont dangereux, les cigarettes sont dangereuses. Mais les portables, on l'utilise comme on veut. On n'est pas obligé de boire 10 litres de vin par jour non plus. Qu'on fasse attention. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que les antennes, elles sont pour tout le monde. Voilà. Elles sont obligatoirement pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc ça, là-dessus, il y a un problème. Si l'on se fie au dictionnaire de l'Académie française, l'intrépidité caractérise une personne qui ne tremble pas devant le danger, déterminée, imperturbable, quelqu'un qui ne se laisse pas rebuter par les obstacles et désagréments, qui fait preuve de persévérance, d'obstination, fût-ce au-delà du raisonnable. L'intrépidité, c'est la valeur que vous avez choisie, Rufus. Moi, je pensais que c'était plutôt une qualité et vous l'élevez au rang de valeur. Bon, je ne connais pas la différence entre les deux mots, mais c'est vrai que je suis fasciné par des personnes intrépides. Fasciné, c'est pas du courage, c'est pas de l'arrogance, c'est pas du matuvusme. C'est joli ça. c'est pas du machisme. Moi, je trouve bien souvent les femmes plus intrépides que les hommes. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est une qualité féminine? Oui, j'ai l'impression, oui. Allons bon. Oui. Je dirais par exemple, je ne ferai jamais un enfant avec une femme jalouse, infidèle, lâche, sadique et menteuse, par exemple. Et vous me direz pourquoi? Non, je pense que tous les hommes vont se rallier à votre point de vue. Vous avez raison de me demander pourquoi. Alors, pourquoi? Oui. Parce qu'elle n'aime pas la vie. S'il était intrépide, s'il avait l'envie de vivre, elle n'aurait pas toutes ces peurs, parce que tout ça, c'est des peurs. La jalousie, c'est une peur, le mensonge, c'est une peur, le sadisme, c'est une peur, l'infidélité, c'est une peur. Donc l'intrépidité, c'est caractéristique et révélateur d'un appétit de vivre. Voilà, exactement. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je trouve fascinant une femme, et pour moi, elle a beaucoup d'attrait, cette femme qui est intrépide. Ouais. Et bon, alors peut-être que aussi, je vais trouver chez elle la qualité que j'ai pas. Souvent, on va chercher chez quelqu'un d'autre ce qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on veut vivre en couple avec quelqu'un. Et vous ne vous trouvez pas intrépide, vous qui avez fait du planeur pendant 25 ans, qui faites du théâtre, il faut quand même avoir, je sais pas moi, une certaine dose d'intrépidité pour... en plus, vous vous livrez complètement. C'est souvent des spectacles que vous écrivez, que vous mettez en scène. C'est peut-être une partie de femme que j'ai en moi, finalement. Mais je vais finir par l'aimer, cette femme. Ouais. C'est drôle que vous n'y associez pas la notion de courage. Vous avez dit, c'est pas le courage, c'est pas... Non, il y a un petit côté inconscient, ça veut dire. C'est plus... non, mais je fonce quitte à foncer dans le mur. La vie est très changeante. Hein. Tous les jours, elle envoie à chaque aussi. instant des émissions nouvelles. Je ne parle pas d'émissions de télé. Hein. Elle envoie des sollicitations. Bon, alors, c'est vrai que c'est passionnant parce que si vous sautez là-dessus comme sur des vagues, vous surfez là-dessus, c'est extraordinaire. Mais vous êtes à la surface de la vague, c'est génial. Bon, si vous y prenez mal, bah, vous êtes roulé dans le fond contre les rochers et vous vous noyez. Moi, j'ai fait du fil de fer. C'est-à-dire que j'étais funambule. Ah. Ouais. Et quand j'étais sur le fil, avec les bras pour m'équilibrer, comme ça, j'ai pas le droit de les dépasser, hein, c'est ça. Je me suis passé un truc incroyable. À l'instant où vous doutez que vous allez rester sur le fil, vous êtes par terre. À l'instant, il n'y a même pas un centième de seconde de différence. Le doute est absolument interdit. Le doute, c'est-à-dire la peur. Rédhibitoire. Voilà. Donc, être vivant, c'est ne pas douter jamais de la vie. Et à ce moment-là, tout est offert. À l'instant où il y a la moindre peur qui s'installe, ça casse la Oui, mais l'homme est pétri de doutes. Pas vous. Ça dépend des jours. Et vous n'avez aucune peur? Mais bien sûr que si, je passe ma vie à avoir peur, mais
C'est pour ça que je dis que ça dépend des jours, parce que ça bouge. Je change. Vous savez, ce qui me plaît, c'est quand on raconte aux autres que l'homme change. Ah, ça, j'adore ça. Quand on dit « connard, tu changeras jamais », il n'y a rien qui me rend plus triste. Que d'enfermer les gens dans ce Oui. qu'ils sont à un Ouais. moment précis. Et moi, ce que je fais sur scène, très souvent, c'est raconter des anecdotes, des aventures de personnages qui ont changé. Et c'est très joyeux d'entendre ça, d'entendre que quelqu'un a changé. Ça donne un espoir. Ah, ça donne de la joie, carrément. Ouais. J'ai un spectacle qui est fondé uniquement là-dessus, et je ne le raconte pas, les gens ne veulent plus partir de la salle de spectacle. Comme ça, je raconte 15 histoires, mais de personnages qui ont changé, qui ont franchi un obstacle. C'est extraordinaire. Et puis moi, ça me fait du bien de me les raconter à moi-même, tous les jours. Et nous, ça va nous faire du bien d'aller se soigner à votre contact, alors, ou d'aller prendre un peu de joie à votre contact. Est-ce que c'est intrépide de venir dans cette émission? J'avais le trac avant de venir. Hein. Ah bon? Oui. Mais le trac, c'est ce qui permet de courir vite et loin. C'est très joli. Et ça terminera cette belle émission. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir eu donc l'intrépidité de venir dans le fauteuil rouge de VIP. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci Emmanuel. Merci. Au revoir.